savoir si c'était du déni ou défi. Ouais, je trouve que la force du déni, elle est quand même hyper importante, quoi. Les partis de droite, notamment, ils sont soit dans le déni complet, soit plutôt dans les solutions techniques, on va dire, sans trop vraiment s'attaquer au fond du souci. Et comment on fait, du coup, pour sortir des gens qui sont un peu dans le déni, enfin... Pas de solution miracle, ça vous l'avez compris, j'imagine, Il y a déni et déni. Est-ce que c'est vraiment du déni? Est-ce que la prise de conscience, elle est là ou pas? Voilà, il y a peut-être une prise de conscience, mais des enjeux politiques, des enjeux économiques qui font que finalement, on n'agit peut-être pas dans le sens dans lequel il faudrait agir. Est-ce que c'est vraiment du déni? Ça, c'est mon point de vue. Du cynisme? Ou du cynisme, oui. Tout à fait. Dans les émotions qui peuvent se révéler inhibitrices, vous n'avez pas évoqué le sentiment d'impuissance, à savoir ce décalage qui peut se produire entre des défis, des menaces, des enjeux qui sont de nature planétaire, et nous, le décalage qu'il peut y avoir au niveau individuel sur qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à quelque chose qui est de l'ordre du tsunami, qui nous dépasse, qui nous submerge. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être du domaine du ressenti assez fort et malheureusement avec un effet plutôt inhibiteur. Oui, parce qu'en fait, ce sentiment d'impuissance, il arrive après les émotions. Mais j'aurais dû en parler. J'en ai parlé très très rapidement quand j'ai simplement abordé la question du manque de maîtrise finalement. Le fait qu'effectivement, on ait le sentiment de ne pas contrôler, de ne pas maîtriser les choses et qu'effectivement, ça peut être inhibiteur. Après, c'est bon... dans notre jargon psychologique, c'est vrai qu'on ne considère pas que on ne catégorise pas forcément le sentiment d'impuissance dans les émotions. Mais oui, effectivement. Non, j'ai pas développé cet aspect-là. Il y a pas mal d'études qui effectivement mettent l'accent sur la question et qui montrent que certaines émotions négatives sont liées à ce sentiment d'impuissance, enfin, sont corrélées à ce sentiment d'impuissance, qui est aussi, malgré tout, quelquefois, généré aussi par des considérations d'ordre contextuel. Oui, bonsoir. Deux remarques par rapport à sentiment d'impuissance et le système dans lequel on est aujourd'hui, et notamment la question de la norme sociale, où on en discutait dehors avec notamment la question des mobilités, où on peut avoir l'impression que rentre dans l'idée de la norme sociale le fait de se déplacer de façon différente sur les mobilités douces, etc. Mais on a une norme sociale extrêmement importante autour de la question de la voiture individuelle, du prestige que ça représente, la force de la publicité, et donc avec un combat de David contre Goliath, avec des financements énormes sur la publicité, et qui font qu'effectivement, toutes les mesures, toutes les actions qui peuvent être menées en faveur d'un autre type de normes sont complètement déséquilibrées. Et ensuite, la question de la coopération, avec des expériences qui ont été menées avec des jeux de coopération où les participants à l'expérience sont amenés à miser la moitié de leur pactole initial, et ensuite ce pactole, ce qui a été mis en commun et repartagé de façon équitable autour de la table. D'un point de vue spontané, la grande majorité des gens misent la moitié de leur pactole initial, et il suffit que quelques-uns ne le fassent pas et donc s'enrichissent du fait du principe de répartition pour que ça casse complètement le principe de coopération. Et donc, pour lutter contre ça, les moyens, ce qui a été testé, c'est s'il y a un système de punition-récompense ou s'il y a un système de surveillance lié à la réputation, alors ça inverse les mécanismes. Et aujourd'hui, on est très clairement dans un système où il n'y a ni punition ni
de celles et ceux qui se gavent dans le système, ni récompense des comportements vertueux. Donc on est effectivement dans un sentiment d'impuissance où on a cette impression d'être dans un système qui est compliqué à combattre. Et je crois qu'on est extrêmement nombreux à se demander quels sont les bons leviers. Et là, l'éco-colère peut s'exprimer de toute force. Je voulais rebondir peut-être 2 secondes sur la question de la coopération dont tu as parlé. Alors c'est vrai que les travaux auxquels tu fais référence sont des travaux qui ont été menés finalement expérimentalement auprès de petits groupes. Hein. Donc c'est pas forcément non plus évident de projeter ce que l'on a identifié sur de petits groupes à une échelle beaucoup plus large. Et sur la question des récompenses, les travaux montrent malgré tout que ça fonctionne mieux avec les renforcements positifs comparé au renforcement négatif. Le renforcement négatif, c'est pas forcément l'idéal, enfin, d'un point de vue expérimental, hein, du point de vue des études qui ont pu être menées sur le terrain. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi je suis plutôt sur la partie économique. Je trouve que ça a manqué quand même une bulle économique par rapport à l'aspect dont tu as parlé. Je pense que c'est l'un des principaux thèmes en fait qu'il faut aborder. Et principalement la gouvernance. Oui. Et dans la gouvernance, on y met les moyens financiers. Et derrière, par rapport aux jeunes qu'on peut voir, eux, la question c'est quels sont les moyens financiers concrets qui sont mis pour faire changer les choses. C'est pas tant l'aspect humain, l'aspect écologique, c'est derrière quelles sont vraiment la gouvernance en tant que telle. Et aujourd'hui, est-ce qu'elle est adéquate par rapport aux vrais problèmes qu'on peut avoir pour demain. Et c'est ça, à mon avis, le point qui manque peut-être. Oui, c'est le contexte sociopolitique, en fait, après économique et économique également. C'est vrai que je n'ai pas forcément développé, je ne suis pas économiste, donc voilà. Mais oui, très clairement, ces freins et ces leviers-là, ils existent. Ça, c'est... Et j'en ai parlé un petit peu, hein, malgré tout, hein, quand j'ai abordé la question du contexte socio-économique et que j'ai mis l'accent sur les résultats qu'il y avait, vous avez parlé des jeunes, de cette fameuse étude-là qui a été menée auprès de ces jeunes, où on voit bien qu'effectivement, c'est la confiance dans les institutions et donc dans les actions que peuvent développer ces institutions au niveau économique et autres. C'est là que ça pêche. Bon. Non, mais les remarques étaient très intéressantes. Oui. Répondant sur cette question-là, est-ce que vous avez connaissance de... en fait, souvent on est demandé à faire une donation ou à ajouter quelque chose à une cagnotte, genre de 10 €, des trucs comme ça. Est-ce que vous avez connaissance de quel est le seuil ou quel seuil il faut franchir pour faire une donation pour l'environnement, par exemple ? C'est-à-dire le seuil qui pourrait favoriser un engagement ? Voilà, oui. Non, il n'y a pas de seuil. Par contre, la question de l'engagement, elle a été pas mal étudiée en psychologie. Hein. J'en ai pas du tout parlé parce que voilà, j'ai pas le temps de tout... effectivement, le fait d'initier des actions engageantes, c'est le pied dans la porte. Hein, voilà. Ça peut éventuellement, et ça peut favoriser, mais il n'y a pas de seuil comme ça. Une question. Est-ce que vous avez connaissance de l'impact que peut avoir la fresque du climat, enfin les gens qui s'impliquent là-dedans, est-ce que ça fait changer vraiment les... Est-ce que c'est un levier de changement ? Alors, il n'y a pas de... Enfin, je peux simplement vous faire état de ce que j'ai pu entendre dire à droite et à gauche, parce que j'ai pas en tête d'études qui aient effectivement testé l'efficacité et l'impact, mais clairement... oui, je pense que c'est effectivement un levier de... Après, ce qui est important aussi, c'est le débriefing
après la fresque. Mais effectivement, ce type de serious games, c'est intéressant. À l'université, là, on a eu la possibilité, on a participé à un serious game du même type, alors c'est moins connu que la fresque du climat, la fresque des facteurs humains, voilà, qui met l'accent sur les biais psychologiques, qui viennent freiner finalement l'adoption des comportements. Donc ça se décline à plusieurs niveaux, hein, ce type de jeu sérieux, d'atelier en fait. Sur l'étude internationale là, de la perception des jeunes face à ces défis, il y a l'urgence climatique. Est-ce qu'il y a eu un thème qui a traité de la perception, de la réaction des jeunes par rapport à l'aspect de la procréation, c'est-à-dire de continuer à faire des enfants ou pas, et est-ce qu'il y a des statistiques, des éléments statistiques sur cet aspect des choses? Oui, il y a une question qui concerne cet aspect-là, le désir d'enfant ou pas. Alors par contre, je sais qu'il y a une question, je sais que le pourcentage de jeunes qui déclarent ne pas vouloir d'enfants est malgré tout c'est assez important, mais je ne peux pas vous dire combien. Je sais qu'il y a une question, mais je n'ai plus en tête le pourcentage exact. Mais c'est un pourcentage relativement élevé. Relativement élevé. Oui. Et qui est certainement je l'ai là, mais si je ne vais pas passer, il va falloir que je cherche pendant 5 minutes. Mais c'est non, mais c'est quand même un élément majeur. Absolument. Moi, j'aurais aimé savoir s'il y avait une étude, un questionnaire, quelque chose qui nous permettrait d'évaluer un petit peu le pourcentage de la population globale se sentant concernée par les changements climatiques et les problématiques que ça engendre. Parce qu'on a souvent ce genre de discussion avec le sentiment que, y compris dans un environnement proche, enfin, pas forcément très très proche, mais globalement, on a très souvent la sensation que les gens ne se sentent absolument pas concernés. C'est après moi le déluge, ou carrément, c'est je mène ma vie, je ne change rien à rien parce que je n'aurai aucun impact et puis que je préfère faire ce qui me plaît, mais même ça les effleure pas, quoi. Moi, ça me sidère assez comme type de comportement, et je ne sais pas s'il y a un moyen d'évaluer ce que ça peut donner, quoi. Alors, si, il y a de nombreuses études, des enquêtes par questionnaire, qui se sont intéressées à la question, qui ont essayé de mesurer le niveau soit de conscience environnementale, soit même pas la conscience environnementale, le fait effectivement de se sentir concerné. Voilà, le fait de se sentir concerné. Après, ça dépend aussi parce que dans certaines études, on va identifier un pourcentage relativement élevé, mais ça peut aussi être lié à... c'est-à-dire que quand on est interrogé, on a tendance quelqueusement, parce que malgré tout, alors tu parlais de normes tout à l'heure, mais on est quand même malgré tout, dans une norme qui nous amène plutôt... C'est plutôt désirable socialement de dire qu'on est pas forcément partout, absolument, non, pas forcément partout, pas forcément pour qui, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut effectivement considérer qui a été interrogé. Voilà. Et donc si à ce moment-là on prend en compte, mais là j'ai pas en tête d'études de ce type-là, il faudrait vraiment considérer un échantillon représentatif de la population française, par exemple, voilà, et essayer de regarder, peut-être d'identifier les différences. Chez qui on observe les niveaux d'intérêt les plus élevés. Parce que ça permettrait peut-être derrière de cibler le niveau d'information, de cibler un peu l'information à diffuser. Sachant que c'est très juste ce que vous dites, parce qu'effectivement, quand on diffuse de l'information, quand on communique, c'est efficace quand on cible la communication. Parce que là, on est dans l'entre-soi. Hein. Voilà. Parce que si on est là, c'est qu'on est concerné. Tout à fait. Absolument. Oui. Pour prolonger, il faudrait que ces études, en fait, demandent aussi aux gens, non seulement s'ils se sentent concernés, mais sur quoi ils agissent. Parce que je pense que les uns et les autres, on peut avoir des actions X ou Y,
mais qu'elles ne sont pas forcément toutes pertinentes d'une part, et qu'il y a encore probablement aussi des grandes distorsions entre les discours et la réalité. Ouais. Je vais prendre un exemple simple. Vous mettez dans n'importe quelle rue, vous regardez circuler les voitures. On observe depuis 10 ans au moins, si ce n'est plus, mais en tout cas ça continue de progresser, une augmentation importante des SUV. On sait, mais oui, mais on sait pertinemment que tous les efforts qu'on fait par ailleurs sur la réduction des gaz à effet de serre sont annihilés par ce truc. Oui, ça ne suffit pas d'être concerné, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut agir sur des choses. Mais c'est aussi lié, absolument, c'est lié à ce dont qu'a-t-elle parlé tout à l'heure, cette norme sociale, voilà, que l'on a effectivement du mal à briser en fait, et qui est encore malgré tout, alors là c'est pareil, dans certaines catégories de population, pas forcément, mais qui reste malgré tout prédominante et véhiculée par les médias, par les publicités, etc. Donc, et liée aussi à des représentations de la réussite. Donc voilà, on sait très bien que modifier des représentations, c'est très compliqué. Oui, mais là, on interroge la société de consommation, globalement. Oui, enfin, on peut avoir des actions de surtaxées. Oui, exactement. Oui. Exactement. C'est faire. Jusque dans les années 80, la TVA sur les véhicules était à 33%. Ça m'arrive de dire ça à des amis. Non, mais c'est pas bien, c'est pas vrai. TVA sur les D'ailleurs, c'est même plus que de la publicité, c'est carrément du lobbying. En fait, si on prend l'exemple des SUV aujourd'hui, il y a énormément d'argent qui est dépensé pour nous dire qu'il faut continuer à circuler en voiture individuelle, en SUV en particulier, qui sont plus lourds, qui consomment plus, simplement parce que dedans il y a beaucoup d'électronique et qu'on a une caméra à l'arrière et qu'on peut téléphoner en roulant, quoi. Ce qu'on ne faisait peut-être pas forcément il y a une vingtaine d'années. Du covoiturage, sur la prente au véhicule de façon individuelle. Oui, je parlais, enfin j'avais mis en opposition la voiture individuelle et les transports collectifs, mais c'est aussi le covoiturage qui peut absolument, tout à fait. Alors, comme j'ai le micro, je vais en profiter. Tout à l'heure, vous avez parlé d'actions, une, deux, trois, mais c'était pas forcément irrémédiable, ça pouvait être réversible. On a parlé de sentiment d'impuissance tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait sur le sentiment de découragement? Les gens qui agissent, mais au bout d'un moment, ont l'impression de donner des coups d'épée dans l'eau et finalement abandonnent le combat, entre guillemets, parce que justement, le côté individuel fait que on a l'impression que ça ne sert à rien. Voilà. Donc, se décourage. C'est d'ailleurs lié à cette question ça peut être lié aussi à la question de la coopération, c'est-à-dire avoir l'impression qu'on est le seul à agir ou la seule à agir, ou un certain nombre. Mince, j'ai perdu mon idée, je voulais vous répondre sur... je sais plus. Ah oui, sur le découragement. Alors des études sur le découragement en tant que tel, je n'ai pas en tête d'études spécifiques sur le découragement. Maintenant, effectivement, comme j'ai embrayé sur le... Non, c'est pas grave, mais je voulais vous répondre sur le découragement et je ne sais plus. Je crois qu'il y en a une qui a été faite sur les paysans qui sont découragés, qui finalement... Non, c'était pas... non, on n'en arrive pas. C'est le découragement, le sentiment d'impuissance, c'est c'est à cela que vous faites référence finalement. Et le fait que... voilà, ça y est. J'ai parlé tout à l'heure de la temporalité, c'est-à-dire le maintien dans le temps du comportement. Et ça, effectivement, on sait très bien que c'est difficile, surtout pour des comportements qui peuvent être coûteux, malgré tout. Alors, on peut adopter le comportement pendant un petit moment, et puis, effectivement, se décourager, donc faire... Finalement, le comportement ne se maintient pas dans le temps. Oui, il y a des travaux, effectivement, qui montrent que... Tout à fait. Ça existe. Oui.
absolument. Et plus chez les jeunes qu'une catégorie Ça, par contre, ça, je ne peux pas vous dire. Non. Plus de découragement chez les jeunes, Parce moins que- de maintien dans le temps des Oui. comportements chez les jeunes. Ça, je ne sais pas. Je peux pas... Non. Une question de jeunes après. Les colères, oui. Sans colère, découragé, je pense. Oui, non, je ne pense pas. Oui, bonsoir. Je voulais savoir, revenir sur... on parlait il y a quelques minutes des gens qui ne se sentent profondément pas concernés. Comment on parle à ces gens-là? Parce que face à des personnes qui tiennent un discours vraiment de je m'en foutisme, moi ça provoque à la fois la colère et j'ai souvent envie de leur répondre par les discours alarmistes, mais vous avez dit que c'était pas la réponse. Enfin, j'ai presque envie de les secouer pour les réveiller, puis leur dire mais ouvrez les yeux. Alors, réponse à... Comment on leur parle? Comment on leur parle, j'ai pas de réponse magique, mais sinon vous pensez bien que voilà. Mais ce qui est certain, c'est que c'est vrai que le discours alarmiste, c'est pas forcément la panacée. Par contre, si effectivement on peut essayer de montrer, on associe à ce discours alarmiste qui renvoie à la réalité finalement, hein, des solutions possibles. Mais encore faut-il que la personne ait effectivement conscience du risque. C'est ça, parce que si, c'est même pas une question d'être concerné, c'est en amont, est-ce qu'elle a vraiment conscience du risque? Mais du coup, comment on peut les faire prendre conscience? Ben, c'est aussi, après, c'est compliqué, hein, c'est pour ça que j'ai mis je vous ai parlé des différents facteurs qui sont, c'est vraiment multifactoriel en fait. Parce que, est-ce que c'est vraiment le fait de ne pas avoir conscience? Est-ce que c'est du déni parce que on est dans le court-termiste et qu'on se dit bah, pour le moment c'est mieux, moi j'ai mon SUV, j'ai mon machin, voilà, et puis je verrai bien demain, et puis alors c'est vrai qu'on se dit oui, bah, c'est étonnant de ne pas se projeter quand on a des enfants, ne pas penser à l'avenir de ses enfants, oui, effectivement. Mais c'est tout un tas de représentations qu'il faut essayer de déconstruire, en fait, mais qu'il est difficile de déconstruire. Mais à ce titre-là, est-ce que l'éducation, puisqu'il y a des stades de génération, hein, il y a 3 générations actuellement, et donc si au niveau de l'école, on parle du sujet avec des arguments scientifiques, on va changer. Il y en a déjà qui spontanément prennent conscience. Et puis les plus anciens, c'est les plus durs, parce que là on n'y arrivera pas. Hein. Oui, non, absolument. Ça doit passer par l'éducation. Ouais. Ça c'est clair. Les jeunes générations... On parlait de la théorie de la grenouille. Oui, effectivement. Est-ce que le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes, de scientifiques, même d'entrepreneurs qui pensent à aller visiter différentes planètes dans l'objectif de les coloniser, il n'y a pas une énorme part de déni qui est vraiment très inquiétante? Je ne sais pas comment vous pourriez qualifier ça au niveau psychologique. Est-ce que c'est du déni? Est-ce que c'est de la toute confiance, la toute puissance de la technologie? La science devrait nous aider justement à sauver la planète, la biodiversité. Oui, mais là, en fait, il y a... Oui, parce que c'est tout ce qui relève en fait de l'ingénierie climatique, etc., auquel on peut également... C'est-à-dire que en fait, c'est la toute-puissance de la techno qui va nous sauver. Non, mais oui, c'est le discours. C'est du scientifique, ça n'a pas toujours mené à des choses... Non, mais je suis bien d'accord avec vous. Mais je suis bien d'accord avec vous, mais c'est... Il faut faire attention à ce discours-là aussi, je suis d'accord, mais... C'est un discours qui peut être très dangereux, bien entendu. Quels sont les garde-fous qui peuvent être mis en place? Les garde-fous qui peuvent être mis en place...
Logiquement, ça sera défait, avec, là encore, d'énormes enjeux économiques qui sont associés. C'est ça le problème. Ouais. Comment ils sont financés? C'est ça le problème. Alors, moi, je voudrais revenir sur le sentiment d'impuissance, mais en l'exprimant un peu autrement. Alors, il y a évidemment tous ces portes ouvertes de tout ce qui se met en place et qui est l'exact contraire de ce qu'il faudrait faire. On a vu en particulier tous ces pouvoirs populistes au Brésil, aux États-Unis, qui font tout l'inverse. Mais il y a encore pire, c'est sans doute, et vous l'avez évoqué il y a quelques instants, la dimension anthropologique du problème. Spontanément, l'homme a une empathie limitée géographiquement et temporellement aussi. Et puis, il y a aussi ce fameux bug humain là, de cet auteur français là, qui est cité d'ailleurs dans la bande dessinée de Jean Covici là, à la fin de son ouvrage, je ne sais pas si vous avez ça en tête, qui fait que spontanément, l'homme a conservé une mentalité de chasseur-cueilleur, c'est-à-dire a besoin d'accumuler au cas où, sans se soucier des conséquences. Autrement dit, tant que fondamentalement on est programmé comme on l'est, est-ce qu'on a des chances de réussir à changer quoi que ce soit? Est-ce qu'il ne faut pas se reprogrammer, c'est-à-dire aller beaucoup plus loin encore? Changer le logiciel. Si je peux me permettre, ça c'est quelque chose qui est remis en cause par notamment Philippe Descola, c'est-à-dire que c'est notre système actuel qui est comme ça, et donc on a collé notre modèle actuel sur l'humanité, mais qu'il y a d'autres modèles humains qui existent et ont existé, et qui étaient sur des modèles qui étaient totalement différents. Donc, et des communautés qui vivent dans avec une approche de la nature, etc., qui finalement les amène à préserver les ressources. Ça a existé, ça existe encore. Mais... Ils ne sont pas nombreux. Hein. Non, mais ça a existé. C'est peut-être pour remettre en cause également cette question de la programmation. Enfin, on est 7 milliards quand même. 8 milliards. Non, c'était simplement... C'était... Il faut aller la chercher fin non, mais si on parle de je sais pas moi, des Indiens d'Amérique, voilà. Oui, mais c'est pour remettre en cause la question de la programmation. C'est simplement ça. Voilà. Qui est un peu plus démoralisante. Et donc, je reviens à la gouvernance. Comment? Non, le sujet de la gouvernance, je parlais. Oui, absolument. Les gens qu'on choisit, c'est les gens qu'on mérite. Parole est dernière. Oui, pardon. Vous avez présenté une étude qui a été faite entre différentes villes d'Europe. Vous avez parlé aussi de l'étude sur les 16-25 ans. Est-ce que ce type d'étude a été réalisé, à votre connaissance, dans les pays du Sud, Afrique, Amérique du Sud, Asie du Pacifique, et est-ce que les leviers et les freins ont été identifiés comme étant les mêmes que ceux des études dont vous avez parlé? Alors, pour l'étude qui cible les jeunes, oui, il y a 10 pays en fait, dont des pays du Sud, dont j'ai plus exactement en tête, mais il y a le Brésil, il y a le Pakistan, il me semble, l'Inde peut-être, voilà. Donc, mais on n'est pas sur une étude qui cible spécifiquement les freins et les leviers. Après, oui, effectivement, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études menées en Amérique du Nord et en Europe, mais pas mal d'études également, des collègues avec qui on travaille d'ailleurs en Amérique latine, donc, qui ont également effectivement, on est plutôt sur les mêmes ressorts psychologiques. C'est plutôt un motif d'espoir. Oui. Oui, tout à l'heure dans votre présentation, on est venu sur la renaturation. Oui.
je me dis qu'il peut y avoir, enfin, ce que vous évoquiez aussi, des facteurs sociaux qui font que il y a des freins qui s'imposent. Effectivement, quand on a peut-être peu été au contact de la nature dans sa jeunesse, ça devient compliqué, en fait, peut-être. Hein. Il y a peut-être tous ces obstacles qui sont là et qui font que on est moins sensible, en fait, à sa survie, enfin, en tout cas à la vie de la nature. Et je me pose la question, quand on parle de prendre conscience, ça fait déjà appel à l'intellect, en fait. Hein. Il se passe quelque chose là-haut. Et il y a quelques instants, on est venu aussi sur les questions d'éducation, et de se dire que, est-ce qu'il n'y a pas, dans le cadre de l'éducation, justement, un peu plus sensorielle, quoi, de vivre des émotions, en fait, un peu plus, de vivre les choses dans sa chair, et parfois, justement, des épisodes comme 2003, 2022, etc., des épisodes qui peuvent imprimer des choses dans notre corps, ou dans notre vécu familial et autres, qui sont des leviers de changement, malheureusement. Donc, moi, c'est une question, est-ce que vraiment on prend conscience, ou est-ce qu'on ne vit pas des choses, finalement, qui font que ça s'impose à nous, et que ça nous met en mouvement. Enfin, voilà. Oui, et là c'est très juste ce que vous dites, parce que ça fait écho à des travaux. Hein. J'ai en tête une étude qui a été menée, alors où est-ce que c'était, je ne sais plus, mais qui concernait le vécu en fait de personnes qui avaient vécu finalement un incendie, alors qui avait dévasté. C'est dans quel pays ? Je ne sais plus. Mais des incendies en fait géants. Non, c'était pas en Australie. C'est une étude qui a été menée en fait qui s'intéressait à la mémoire, ce qu'on appelle la mémoire autobiographique en fait, et qui mettait l'accent, qui montrait qu'effectivement ces personnes que l'on a interrogées juste après avoir vécu ces incendies, et alors je crois qu'elles ont été réinterrogées un an après, avaient justement intégré dans ce qu'on appelle leur mémoire autobiographique des éléments qui étaient associés à ce vécu très douloureux en fait. Donc oui, non, c'est très juste, hein, effectivement. Alors j'ai en tête cette étude, mais ça renvoie à la question, alors plus positivement aussi, on parlait de connexion à la nature et de cette sensibilisation, et ça peut aussi passer par exemple des actions de sciences participatives, etc., qui peuvent sensibiliser. Alors là, c'est le versant positif. Peut-être un point sur le même sujet, c'est-à-dire que quand des gens sont confrontés à une catastrophe, alors on parle d'incendie, ou les personnes qui n'ont pas eu d'eau l'été dernier et qui n'en auront pas cet été et qui seront bien plus nombreux, là c'est une confrontation directe au risque, donc la perception du risque est même plus valable, parce que là le risque il est réel, c'est plus du risque, c'est un aléa, existant. Oui. Ensuite sur la perception du risque, ce qui est à mon avis un des freins importants, c'est le refus globalement de la sphère politique de communiquer sur ces risques-là, ce qui peut créer une dissonance, c'est-à-dire qu'on nous dit, le GIEC nous dit il y a ces risques-là qui existent, mais globalement la sphère politique va dire que ces risques-là soit n'en parle pas, soit va les minimiser. Il y a par exemple la préfecture de la Somme qui travaille sur les plans d'évacuation de cette région-là quand les eaux vont monter. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas communiquées parce que c'est un facteur et de perte probablement de prix, et là pour le coup pour les habitations ça va être compliqué d'un point de vue marché immobilier, mais également sur notre région, la question de l'eau.
est probablement minimisé par rapport au risque réel qu'on a à court et moyen terme. Et il y a, je pense, une peur importante de mettre en mots et d'affirmer que les risques sont réels et pris en compte. Et je pense que c'est une erreur, parce qu'on se retrouve dans les deux cas sur quand même des choses, beaucoup de gens lisent des choses sur Internet, les médias, etc. et donc peuvent percevoir ce risque-là de façon un peu floue. Et ça serait, à mon avis, plus rassurant de savoir que c'est des risques qui sont pris en compte et traités, étudiés. Donc je pense que ça, c'est une des difficultés de notre période actuellement. Rassurant peut-être pas, mais responsabilisant en fait. Je sais pas. Tu dis rassurant, je sais pas si ça serait plus rassurant, mais en tout cas, on nous considérerait comme suffisamment intelligents, en tout cas pour appréhender les choses et tu vois, responsabilisant quoi en fait. Alors après, je serais plus rassurée si les classes politiques prenaient en compte ces risques-là. Oui. L'information sur ces sujets, elle existe. Les plans d'exposition au risque, ils existent. Ah, mais absolument. Tout existe. Absolument. Et ils sont pris en compte, c'est sûr. Au niveau... Il faut aller les chercher dans des sphères qui sont hyper techniques, mais ça existe. Au niveau des risques littoraux, par exemple, au niveau des risques littoraux, ça non, vous évoquez plutôt la volonté de rendre accessible. Oui, voilà. Oui, mais après, c'est très transparence en fait. De rendre accessibles des documents qui sont très techniques. Et donc, quand ils sont faits, il y a une communication qui est faite, mais elle n'est pas permanente. Et après, c'est vrai que ça se perd au fil du temps, mais la communication, elle a été faite au moment des plans d'exposition. Autour des centrales nucléaires, ils font régulièrement quand même Oui, parce que le risque est permanent. Oui, bien sûr. Mais enfin, les plans Polmar, ils existent en préfecture, ça a été communiqué, vous les avez partout. Après, c'est comment communiquer sur le risque à partir de ces plans de prévention, etc. Comment communiquer? On a travaillé, nous, avec des géographes sur les plans de prévention des risques de submersion, en essayant de décrypter un petit peu à partir d'eye tracking. Vous savez, en fait, on mesure, en fait, on identifie les mouvements de l'œil, comment circule le regard sur la carte d'aléa, finalement. Voilà, pour essayer d'identifier comment l'habitant qui n'est pas expert va décrypter cette carte. Et on voit bien que c'est compliqué. Oui. J'ai eu l'occasion d'assister à la présentation justement d'études très très pointues sur le risque de submersion. Et j'ai vu des modes de communication avec des youtubeurs qui venaient expliquer le travail des scientifiques. Alors, les salles étaient remplies. J'ai vu ça à La Rochelle. Salle comble, il a fallu le refaire X fois. Donc ça, c'était des initiatives extrêmement intéressantes parce que ça permettrait de montrer de manière extrêmement concrète, ludique, des choses qui étaient quand même techniquement un peu compliquées. Mais le problème par rapport à ce que vous disiez, c'est que voilà, ça va se faire une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, on va toucher X personnes et puis les générations d'après ne vont pas l'avoir. Donc c'est le maintien de la communication qui est compliqué. Et c'est très difficile de le faire parce que derrière, il y a une notion de coût déjà. Et puis, comment retenir l'attention des gens au moment où du risque, il ne va pas y en avoir. 15 ans après Xynthia... C'est développer une culture du risque, en fait. C'est développer une réelle culture du risque. Mais la maintenir. Et la maintenir, absolument, tout à fait. Vous pouvez l'étendre à un certain nombre de personnes à un moment X. On l'a bien vu sur la marée noire de l'Erika. Qui aujourd'hui est capable de dire ce qui a été fait au moment de l'Erika, en dehors de ceux qui l'ont vécu à ce moment-là et qui ont été actifs dans le sujet. Parce que c'est très difficile de maintenir ça. Or, tous les plans Polmar ont été refaits derrière. Tout ça a été fait. Ça existe. Alors, je profite encore du micro parce que je l'ai récupéré. Tout à l'heure, vous faisiez allusion à des personnes qui avaient vécu des événements environnementaux traumatiques, comme les incendies dont vous parliez. Et moi, je t'ai frappé hier en regardant le journal télévisé de 20h,
de constater que les gens avaient trouvé que le mois d'avril de cette année vraiment était très froid. Alors qu'il est simplement dans la norme. Maintenant, il y a une communication qui est faite avec météo-climat pour sensibiliser les gens à ces phénomènes climatiques. Et dans le même temps, je veux dire que vous parliez d'adaptation, et j'ai l'impression que l'humain, il s'adapte aussi aux chaleurs. C'est un peu la grenouille dont monsieur parlait tout à l'heure. Et bien finalement, en avril, il a fait froid, quoi. Donc sur cette faculté d'adaptation de l'être humain, il y a aussi un problème parce que pour agir, c'est compliqué quand finalement on se plaint un peu que le climat il est finalement un peu plus normal qu'il ne l'était précédemment dans l'année 2022. Quoi. Voilà. C'est aussi comme ça que notre espèce a survécu. Hein. C'est notre capacité d'adaptation qui fait. Oui, tout à fait. On a survécu en tant qu'espèce. Hein. Tout à fait. Donc ça peut, enfin, à mon sens, générer chez certaines personnes qui sont peu réceptives encore plus de déni. Quoi. Voilà, c'était plus un témoignage qu'une question. C'est pas mal. Des questions, y en a-t-il encore ou d'autres envies de communiquer avec notre intervenante de la soirée? Allez, une dernière, on approche de 23h, donc on ne va pas non plus prolonger la soirée indéfiniment s'il n'y a plus de questions. Bon, je sais pas, ça me désole de terminer la soirée. Ah, tu as une question, Philippe, c'est bien. Oui, juste une question, et puis par rapport à la problématique de l'eau, pour dire que la saison prochaine, on va sans doute prolonger ce débat sur la question de la raréfaction de l'eau, hein, de son usage aujourd'hui, et des contraintes que ça fait peser sur les populations, et puis la question de la montée des eaux également, sur le littoral atlantique. On essaie de trouver, notamment à travers le GIEC des Pays de la Loire, un intervenant. On a quelques contacts qui sont en train d'être pris. Donc ça, ce sera pour la saison prochaine. Moi, j'avais une question par rapport au profil des éco-anxieux. Alors, c'est peut-être plus une question à poser à un sociologue peut-être qu'à une psychologue, mais qui sont-ils? Est-ce qu'on sait... D'abord, en termes d'âge, on a dit qu'ils étaient plutôt jeunes. Garçons, filles, est-ce qu'il y a des différences? Urbains, ruraux, en fonction du niveau de CSP, le profil étudiant ou pas, etc. Est-ce que c'est vraiment partagé parmi toute notre jeunesse, ou est-ce qu'il y a quand même des profils un peu spécifiques? Alors là, je ne pourrais pas vous dire exactement, parce que je n'ai pas été... alors, déjà, il n'y a pas pléthore d'études sur échantillons représentatifs, etc., qui permettent d'identifier comme cela des caractéristiques, des facteurs qui viendraient caractériser les éco-anxieux. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, on en identifie plus chez les plus jeunes. Après, sur l'étude, l'enquête multicentrique qui a été menée dans les différents pays là, dont je vous ai parlé précédemment, on n'a pas d'identification comme ça des caractéristiques. Il n'y a pas de prise en compte des caractéristiques sociodémographiques en fait, pour caractériser les éco-anxieux. Donc je ne voudrais pas vous dire de bêtises, parce que là, clairement, nous on est en train de monter une étude sur la question. Là. On essaie de trouver un financement au labo pour aborder la question, travailler sur le... Mais c'est assez récent. Donc, c'est un phénomène qui a été mis en évidence depuis de nombreuses années, mais les travaux empiriques sur le terrain menés pour essayer de mieux caractériser le phénomène, mieux caractériser les personnes qui sont sensibles à ce type d'émotion, etc., voilà, c'est encore... Donc, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais là, j'ai pas... c'est trop tôt. Il y a peut-être des travaux que je ne connais pas, c'est possible, hein. J'ai pas, mais là, en tête, comme ça, j'en ai pas... Donc, je vais conclure finalement sur une non-réponse. Je ne peux pas vous en dire plus. Après plein de réponses. Merci. Merci beaucoup.